Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude de l'anatomie du membre inférieur en démarrant le chapitre d'arthrologie, c'est-à-dire de l'anatomie des articulations. Et la première d'entre elles concerne l'articulation de la hanche. L'articulation de la hanche ou articulation coxo-fémorale et l'articulation qui relie l'acétabulum de l'os coxal à la tête du fémur. C'est également l'articulation qui relie le tronc aux membres inférieurs. Cette articulation est une articulation de type synovial, c'est-à-dire qu'elle est que les surfaces articulaires en présence sont séparées par une cavité articulaire dans laquelle baigne du liquide synovial et de type sphéroïde, c'est-à-dire que les surfaces articulaires qui constituent l'articulation coxofémorale s'inscrivent dans des segments de sphère inversement conformés, sphère pleine pour la tête fémorale, sphère creuse pour l'acétabulum. Par définition, la mobilité de cette articulation est grande. Les articulations de type sphéroïde ou sphérique ayant 3 degrés de liberté, c'est-à-dire qu'elles vont fonctionner selon 3 axes fonctionnels. Enfin, l'articulation coxofémorale est une articulation qui est remarquablement stable, ce qui explique que les forces qui sont nécessaires pour réaliser des luxations de l'articulation de la hanche, c'est-à-dire une perte de contact permanente des surfaces articulaires en présence, les forces sont nécessairement très importantes et le plus souvent en pathologie traumatique, eh bien, les os vont casser plutôt que l'articulation se luxer, se déboîter, ce qui est un peu le contraire de l'articulation de l'épaule, si on veut la comparer avec la grande articulation qui est comparable pour le membre supérieur. Sur le plan de l'anatomie topographique, l'articulation de la hanche ou articulation coxofémorale répond vers l'avant à la région du trigone fémoral que nous allons pouvoir placer ici sur une vue antérieure montrant le bord latéral du flanc, la région du pli inguinal qui en clinique correspond à la ligne de Malgaigne, du nom du chirurgien qui l'a décrite. On placera au centre ici le relief de la région pubienne, à l'aplomb du pubis et au niveau de la 4e vertèbre lombaire, l'ombilique, et nous placerons sous la région de la ligne de Malgaigne la racine de la cuisse, dont nous ébauchons ici le bord latéral et ici le bord médial, dont nous avions déjà dit qu'il descendait plus bas que le bord latéral. La région antérieure de la hanche répond à la région du trigone fémoral, qui est une région délimitée par le pli inguinal vers le haut, délimitée par le relief du muscle sartorius qui va croiser la face antérieure de la cuisse ainsi, et en dedans, bord médial de la cuisse matérialisé par le muscle gracile. Ainsi, nous pouvons placer par transparence les éléments remarquables de cette articulation de la hanche, avec ici la tête fémorale et la diaphyse fémorale qui la prolonge de cette manière. Nous plaçons ici latéralement la région du grand trochanter. Et par conséquent, nous voyons donc ici se placer cette région de la région antérieure de la hanche, région du trigone fémoral, dans laquelle viendra en particulier se projeter un élément vasculaire, c'est l'artère fémorale qui va, je représente ici un tout petit segment, qui va être la principale artère nourricière du membre inférieur et qui croise la racine
du membre inférieur, en regard du milieu du ligament inguinal, en regard du milieu de la ligne de Malgaigne, ce qui correspond à peu près au centre de la tête fémorale, et c'est précisément à cet endroit-là qu'une compression de l'artère fémorale pourra être réalisée en cas de nécessité de réaliser un point de compression pour juguler une hémorragie du membre inférieur. Donc vers l'avant, cette région de la hanche va répondre à la région du trigone fémoral qui a été décrit par Scarpa et dont dans certains livres d'anatomie plus anciens, vous pouvez éventuellement retrouver encore cette dénomination éponyme qui ne doit plus être utilisée en nomenclature moderne. Vers l'arrière, eh bien, le rapport postérieur principal de l'articulation de la hanche va être la région fessière ou région glutéale, que nous matérialisons ici par le sillon interfessier, qui se prolonge latéralement par le sillon subfessier ou sillon sous-fessier, dont d'ailleurs le relief ne correspond pas au bord inférieur du muscle grand fessier ou muscle grand glutéal qui forme le galbe ici de la région fessière. Cette région fessière ou région glutéale représente donc le rapport postérieur principal de l'articulation de la hanche, dont l'élément nerveux principal qui va croiser la région est le nerf sciatique ou nerf ischiatique dont nous plaçons ici un petit segment que nous reverrons bien évidemment dans les cours ultérieurs et qui croise la région postérieure de la hanche au niveau de son cadran inféro-médial, rapport important pour la réalisation d'infiltration intramusculaire de la région glutéale qui se font dans le cadran supérolatéral, mais nous y reviendrons. Enfin, latéralement, la région de l'articulation de la hanche va répondre à la région trochantérique. Le grand trochanter est en effet palpable sous la peau du bord latéral, de la face latérale de la région de l'articulation de la hanche, zone où, en cas de réduction de mobilité, des troubles trophiques, des escarres peuvent se produire. Ce sont les escarres trochantériennes. Comme toute articulation de type synovial, le plan de description sera le suivant. Nous commencerons par mettre en place les surfaces articulaires en présence, puis nous parlerons des moyens d'union qui, comme toutes les articulations synoviales, sont une capsule articulaire, manchon fibreux qui cloisonne la cavité articulaire, que viennent renforcer des ligaments que nous allons trouver en avant et en arrière de l'articulation fémorale, coxofémorale. Puis nous parlerons des moyens de glissement, c'est-à-dire la membrane synoviale. Et enfin, nous dirons quelques mots de mécanique pour cette très importante articulation de la hanche. Les surfaces articulaires en présence, premier point, sont tout d'abord représentées par l'acétabulum, qui est la surface articulaire recouverte de cartilage articulaire, ou cartilage hyalin, qui est fourni, qui est présenté par l'os coxal. Nous allons rappeler ces structures que nous avions déjà mis en place dans le cours d'ostéologie sur une vue latérale de l'os coxal centrée sur la région de l'acétabulum et orientée crânialement et ventralement. L'acétabulum de l'os coxal représente sur une vue latérale la partie centrale de cet os, c'est-à-dire le centre de l'hélice que forme l'os coxal dans sa globalité. L'acétabulum s'inscrit dans une demi-sphère creuse dont l'orientation se fait vers dehors, donc vers nous, vers le bas et vers l'avant. L'acétabulum va présenter en dedans de son pourtour, qui est le limbe acétabulaire,
une surface articulaire encroûtée de cartilage hyalin. C'est la surface semi-lunaire qui est périphérique et qui présente deux cornes, une corne antérieure et une corne postérieure, entre lesquelles se place le toit de l'acétabulum, qui correspond à la partie portante de l'acétabulum, qui va supporter la tête fémorale lorsque vous êtes en position debout. La corne antérieure de la surface semi-lunaire apparaît plus effilée, se plaçant dans un plan antéro-postérieur et qui descend moins bas que la corne postérieure, qui est plus large, plus globuleuse, et qui va se placer dans un plan frontal descendant plus bas que la corne antérieure. Entre les deux se place le toit de l'acétabulum. Au centre, entre les deux cornes de la surface semi-lunaire se place l'incisure de l'acétabulum. À cet endroit, il n'existe plus de cartilage articulaire. Au centre de la cavité acétabulaire se place la fosse acétabulaire qui est creusée, qui est déprimée et dépourvue de cartilage hyalin. Dans cette fosse acétabulaire viendra s'insérer un ligament, c'est le ligament rond de la tête fémorale qui constitue un moyen de stabilité accessoire de cette articulation. Nous plaçons pour mémoire le pourtour de l'os coxal qui se place autour de l'acétabulum. Vous reconnaissez en arrière la grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique, la petite incisure ischiatique, la tubérosité ischiatique. Vers l'avant, nous placerons l'épine iliaque antéro-inférieure, puis le bord supérieur du pubis, la crête du pubis, et enfin, nous placerons ici le foramen obturé, à la partie antérieure duquel vient se placer ici le sillon obturateur. Rappelez-vous, au-dessus de l'acétabulum se place la ligne glutéale inférieure, sous laquelle se place un sillon pour la partie réfléchie du tendon du muscle droit fémoral. Cavité acétabulaire, dont l'orientation se fait en avant, se fait en bas et se fait vers le dehors, latéralement. En regard de la cavité acétabulaire va venir se placer l'extrémité supérieure du fémur ou tête fémorale. Cette extrémité supérieure du fémur donc la tête fémorale s'inscrit dans un segment de sphère pleine, cette fois-ci. C'est 2/3 de sphère pleine, dont l'orientation se fait vers le haut, vers... Il y a un Larsen, ouais, ça va mieux. Vers le haut, vers le dedans, mais également vers l'avant. Si bien que les deux surfaces articulaires de l'articulation de la hanche, l'acétabulum et la tête fémorale, regardent toutes les deux vers l'avant, ce qui est un peu différent de l'épaule, où la tête humérale, rappelez-vous, est orientée vers l'arrière. La tête du fémur est recouverte de cartilage hyalin, que nous représentons ici en bleu, sauf au niveau d'une petite cavité, qui est la fovea capitis, que nous reverrons, qui est plus médiale et postérieure au niveau de la tête fémorale, et où va venir s'insérer le ligament de la tête fémorale. Au-delà de la tête fémorale se place le col
fémorale qui nous amène latéralement à la région des trochantères, grand trochanter latéralement, petit trochanter médialement et légèrement vers l'arrière, les deux trochanter, grand et petit, étant reliés en avant par la ligne intertrochantérique. En dessous de la ligne intertrochantérique, la partie supérieure de la diaphyse du fémur apparaît à présent avec son orientation en bas et en dedans, comme nous l'avions mis en place dans le cours sur le fémur. Si l'on réalise donc cette vue antérieure, qui est orientée crânialement et médialement, prenons maintenant, si nous retournons cette extrémité supérieure du fémur et que nous en réalisons une vue postérieure, nous allons pouvoir placer la tête fémorale, toujours inscrite dans un segment de sphère pleine, 2/3 de sphère pleine, orientée vers le haut, vers le dedans et vers l'avant, mais dont on va cette fois-ci remarquer qu'elle n'est pas totalement recouverte par du cartilage hyalin. Celui-ci s'interrompt en effet au niveau de la fovea capitis, au niveau de laquelle va venir s'insérer le ligament rond de la tête fémorale. Au-delà de la tête fémorale, le col fémoral va être croisé au niveau de sa base par la crête intertrochantérique qui correspond en arrière à la ligne intertrochantérique qui était visible à la face antérieure du fémur et qui va donc marquer la partie distale du col. Au-delà de la ligne intertrochantérique apparaissent latéralement le grand trochanter, médialement et donc un peu déjeté vers l'arrière le petit trochanter, en dessous duquel apparaissent des reliefs visibles à la face postérieure du fémur. Ce sont des reliefs osseux sur lesquels vont s'insérer des éléments musculaires. Il s'agit des lignes pectinées et spirales en dedans, lignes pectinées et lignes spirales qui se prolongent vers le bas en constituant la lèvre médiale de la ligne âpre du fémur, et il s'agit latéralement de la tubérosité glutéale sur laquelle va s'insérer le muscle grand fessier ou muscle grand glutéal. La tubérosité glutéale va vers le bas se prolonger, formant la lèvre latérale de la ligne âpre du fémur. Entre les deux se place une partie creusée où viendront s'insérer les muscles de la région des adducteurs de la cuisse. Donc, tête fémorale qui s'inscrit dans 2/3 de sphère pleine et cavité acétabulaire, surface semi-lunaire de l'acétabulum qui forme une demi-sphère creuse. Pour augmenter la congruence des surfaces articulaires en présence, entre les pièces osseuses va s'insérer un fibrocartilage articulaire, c'est le labrum glénoïdal, qui constitue donc un fibrocartilage articulaire qui vient s'insérer ici sur le limbe acétabulaire au pourtour donc de la surface semi-lunaire et qui, au niveau de l'incisure de l'acétabulum, se
prolonge, passant en pont au-dessus de l'incisure de l'acétabulum, où il vient constituer ce que certains appellent le ligament transverse de l'acétabulum. Ce labrum glénoïdal s'inscrit dans une section triangulaire à la coupe, présentant une base osseuse par laquelle il s'insère sur le limbe acétabulaire, présentant une face périphérique qui donnera insertion à la capsule articulaire et présentant enfin une face profonde, encroûtée de cartilage hyalin, en continuité avec le cartilage de la surface semilunaire de l'acétabulum, permettant donc d'augmenter la profondeur de la cavité articulaire. Ces éléments vont être visibles sur une coupe transversale de l'articulation de la hanche que nous allons mettre en place à présent. Cette coupe frontale est orientée crânialement et vers le dehors, latéralement. Cette coupe transversale va nous montrer tout d'abord vers le haut le toit de l'acétabulum que nous représentons ici encroûté de cartilage hyalin, se prolongeant par le limbe de l'acétabulum que nous pouvons placer ici au-dessus. Nous avons ici la face médiale de l'os coxal qui apparaît et donc avec la surface quadrilatère que je marque par la lettre Q et en dessous du toit de l'acétabulum va se placer ici le fond de la fosse acétabulaire. L'os coxal est ici représenté en coupe, ainsi par convention nous le hachurons. Dans la cavité acétabulaire va venir se placer à présent l'extrémité supérieure du fémur, la tête fémorale, qui, elle, va s'inscrire dans une demi-sphère pleine, que nous représentons ici, enfin dans 2/3 de sphère pleine, que nous représentons ici, encroûtée de cartilage hyalin, de cartilage articulaire, sauf au niveau de la fovea capitis. La tête fémorale, 2/3 de sphère pleine, va ensuite se prolonger par la région du col fémoral, puis la région des trochantères. Nous voyons ici le grand trochantère et la partie supérieure de la diaphyse du fémur. Cette coupe transversale nous permet de dire un mot sur la structure osseuse du fémur, dont la diaphyse, nous l'ébauchons ici, va être constituée en périphérie d'un os compact épais, d'un os cortical épais, et au centre d'os spongieux constitués de lamelles osseuses, de lamelles spongieuses, entre lesquelles vont venir se placer des logettes contenant de la moelle osseuse. Au niveau de l'extrémité supérieure du fémur, eh bien, les travées d'os spongieux vont constituer un système de croisées d'ogives permettant la répartition des forces et du poids du corps lors de la station debout. Au pourtour de la cavité acétabulaire vient se placer le labrum acétabulaire, qui se présente sous la forme d'un fibrocartilage triangulaire à la coupe, présentant une face périphérique qui va répondre à la capsule articulaire, une face profonde
encroûté de cartilage hyalin, ce que nous présentons comme ceci, et une base osseuse qui va répondre au limbe acétabulaire, sauf au niveau de l'incisure de l'acétabulum, où ce fibrocartilage passe en pont entre les deux cornes de la surface semilunaire, constituant le ligament transverse de l'acétabulum. Surface articulaire en présence. Les moyens d'union à présent. Les moyens d'union, comme dans toutes les articulations synoviales, sont constitués par la capsule articulaire constituant un manchon fibreux tendu entre les surfaces articulaires en présence. On la place ici, sur la coupe transversale, à la face supérieure de l'articulation, et ici vers le bas, à sa face inférieure. La capsule articulaire, manchon fibreux, est constituée pour l'essentiel de fibres de disposition longitudinale, tendues entre l'os coxal et le fémur, mais elle va également présenter à sa partie moyenne, en regard du col fémoral, des fibres circulaires, ce que je peux schématiser comme ceci, fibres circulaires qui vont constituer un système qui va rétrécir la capsule articulaire en regard du col fémoral, venant renforcer la capsule considérablement à ce niveau. Nous pouvons placer à présent, nous pouvons également placer dans la cavité articulaire un autre moyen d'union qui est constitué par le ligament rond de la tête fémorale, qui s'insère au fond de la cavité acétabulaire et qui va se terminer au niveau de la fovea capitis, raison pour laquelle cette fovea n'est pas recouverte par du cartilage hyalin. Sur le plan mécanique, le ligament rond de la tête fémorale a relativement peu d'importance. Il présente en son sein une petite artère issue de l'artère obturatrice, mais dont le débit vasculaire n'est pas suffisant pour assurer la vascularisation de la tête fémorale en cas de fracture. La capsule articulaire de l'articulation coxo-fémorale va être renforcée par des ligaments, toujours dans le moyen d'union de cette articulation, ligaments que l'on va retrouver en avant et en arrière de l'articulation coxo-fémorale. En avant, sur une vue antérieure, orientée crânialement et ventralement et médialement, nous allons pouvoir placer ces moyens d'union antérieurs que sont les ligaments ilio-fémoral et pubo-fémoral. Pour cela, nous plaçons un pourtour antérieur de la région de l'articulation de la hanche avec l'épiniliaque antéro-supérieur, l'épiniliaque antéro-inférieur, le pourtour antérieur de l'acétabulum et nous plaçons ici le relief du pubis. Nous avons vers la ligne médiane ici la symphyse pubienne. Nous plaçons dans la cavité acétabulaire la tête fémorale qui va être effectivement partiellement masquée ici. Nous retrouvons ici la partie inférieure de la tête fémorale, le col fémoral, la partie haute de la diaphyse, ici la région du grand trochanter. Nous interrompons la diaphyse, nous plaçons le petit trochanter, la ligne intertrochantérique et nous plaçons ici la tubérosité ischiatique, le pourtour du foramen obturé, de façon à pouvoir envisager
une vue antérieure globale de la région de l'articulation de la hanche. À la face antérieure, l'articulation coxo-fémorale va apparaître cloisonnée par la capsule articulaire qui va s'insérer au pourtour de l'acétabulum en proximal, qui va apparaître rétrécie au niveau du col fémoral et qui, en avant, vient se fixer au niveau de la ligne intertrochantérique. Nous plaçons ici les fibres longitudinales et nous plaçons ici schématiquement les fibres circulaires qui vont donc réaliser ce renforcement à la partie moyenne de la capsule articulaire. En avant, la capsule articulaire est renforcée par les ligaments ilio-fémoral et pubo-fémoral. Le ligament ilio-fémoral, tout d'abord, est un épaississement de la capsule articulaire qui prend son origine au niveau de la région de l'épine iliaque antéro-inférieur et qui va présenter deux faisceaux, un faisceau supérieur et un faisceau inférieur, qui est plus oblique, et qui vont respectivement venir rejoindre la région de la ligne intertrochantérique du fémur, proche du grand trochanter et proche du petit trochanter. Ligament ilio-fémoral. Le ligament pubo-fémoral prend son insertion au niveau de la région du pubis. Il va réaliser un système de renforcement du bord inférieur de la capsule articulaire de l'articulation coxo-fémorale, venant se terminer au niveau de la ligne intertrochantérique du fémur, proche du petit trochanter. Les ligaments ilio-fémoral et pubo-fémoral constituent, si on les considère dans leur ensemble, un tour de spire. Tour de spire qui va se détendre lorsque l'on porte la hanche en flexion, c'est-à-dire lorsque l'extrémité supérieure du fémur bascule en avant du plan du tableau. Au contraire, ce tour de spire va se tendre lorsque la hanche part en extension, c'est-à-dire lorsque le fémur bascule en arrière du plan du tableau. C'est ce qui explique que vous avez une amplitude plus importante de la hanche en flexion qu'en extension, ce qui est pratique pour se mettre assis, vous en conviendrez. En vue postérieure, orientée crânialement et latéralement, la face postérieure de la capsule articulaire apparaîtra renforcée par le ligament ischio-fémoral. Pour représenter ce ligament, nous allons mettre en place ici une vue postérieure de l'articulation de la hanche. Vous reconnaissez ici l'aile iliaque avec l'épine iliaque antéro-supérieure, l'épine iliaque antéro-inférieure, le pourtour postérieur de l'acétabulum, et nous avons ici la tubérosité ischiatique, qui est l'os sur lequel vous vous tenez présentement assis. En arrière, épine iliaque postéro-supérieure, épine iliaque postéro-inférieure, grande incisure ischiatique, épine ischiatique, petite incisure ischiatique, et nous pouvons placer ici la région du foramen obturé. La tête fémorale va venir se placer dans la cavité acétabulaire. Elle est partiellement masquée par le pourtour postérieur de l'acétabulum et elle va se prolonger latéralement par le col du fémur. Nous voyons apparaître au-delà du col fémoral la crête intertrochantérique, puis nous avons la partie haute de la diaphyse du fémur, à la face, au bord postérieur de laquelle apparaît la ligne âpre avec ses deux berges qui prolongent latéralement, comme nous l'avions vu, la
tubérosité glutéale et qui prolonge médialement les lignes pectidées en haut et spirale vers le bas. À la face postérieure, on placera simplement pour mémoire les lignes glutéales antérieures et postérieures. À la face postérieure de la hanche, la capsule articulaire n'a pas tout à fait les mêmes insertions qu'en avant. En effet, si elle s'insère toujours au pourtour de l'acétabulum, eh bien en arrière, la capsule articulaire va avoir une terminaison qui se fera au niveau du col fémoral. Elle n'atteint pas la crête intertrochantérique, laissant ainsi apparent un peu de la face postérieure du col fémoral. À la face postérieure de l'articulation coxo-fémorale apparaît un moyen de renforcement de la capsule articulaire, c'est le ligament ischio-fémoral, qui constitue un renforcement postérieur de la capsule articulaire de la hanche, qui prend son insertion, comme son nom l'indique, de la région de la tubérosité ischiatique et qui va s'enrouler de bas en haut et d'arrière en avant autour de la face postérieure de la capsule articulaire qu'il contribue à renforcer. Le ligament ischio-fémoral constitue avec les ligaments ilio- et pubo-fémoral ce tour de spire qui va se tendre en extension et se détendre en flexion. Surface articulaire en présence, moyen d'union, moyen de glissement. Comme toutes les articulations synoviales, les moyens de glissement sont représentés par la membrane synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire, nous allons pouvoir la placer ici, qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire et qui recouvre les structures de l'articulation de la hanche qui ne sont pas recouvertes par du cartilage hyalin. Ainsi, la membrane synoviale va-t-elle exclure le ligament rond de la tête fémorale de la cavité synoviale. La membrane synoviale délimite la cavité synoviale dans laquelle baigne le liquide synovial. Alors synovial, ça est un mot qui prend sa racine du grec et qui évoque la consistance du blanc d'œuf avant d'avoir été monté en neige, bien entendu, ce qui vous donne une idée de l'aspect et de la consistance du liquide synovial, dont le but va être de réaliser une lubrification de l'articulation, d'où le fait que l'on intègre la membrane synoviale dans les moyens de glissement de cette articulation, mais également le liquide synovial va intervenir dans la nutrition du cartilage articulaire par un phénomène d'imbibition, dans la mesure où le cartilage hyalin est avasculaire, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas de vascularisation propre. Ça, le métabolisme des chondrocytes et des cellules qui constituent le cartilage est assuré par l'intermédiaire de cette nutrition par un phénomène d'imbibition à partir du liquide synovial. Surface articulaire, moyen d'union, moyen de glissement. Parlons maintenant un peu de biomécanique de cette articulation de la hanche. L'articulation coxo-fémorale ou articulation de la hanche est une articulation de type sphérique, c'est-à-dire que les surfaces articulaires s'inscrivent dans des segments de sphères pleines et creuses. C'est donc une articulation qui fonctionne selon 3 degrés de liberté, elle a 3 axes fonctionnels qui se définissent dans les plans fondamentaux. Tout d'abord, dans le plan antéro-postérieur, dans le plan sagittal. Il va s'agir de mouvements qui vont porter
le membre inférieur en avant et en arrière, respectivement, du plan frontal. Et si nous représentons une modélisation schématique du membre inférieur, ce que nous pouvons placer comme ceci, vous reconnaissez un fémur schématique avec la tête, le col, la diaphyse et sa courbure naturelle, les deux os de la jambe et le squelette du pied. Eh bien, dans le plan antéro-postérieur, l'avant étant situé à droite et la partie crâniale étant située ici vers le haut, eh bien, nous définissons deux types de mouvements. Tout d'abord, nous avons le mouvement de flexion de la hanche. Le mouvement de flexion est le mouvement qui consiste à porter le membre inférieur en avant du plan frontal. Ce mouvement de flexion a une amplitude qui diffère en fonction de la position du genou. Vous pouvez l'expérimenter sur vous-même. Si vous gardez le genou étendu, donc en position anatomique, l'amplitude moyenne de flexion est de l'ordre de 60 degrés environ. C'est très variable, bien évidemment, en fonction des individus, en fonction de la souplesse articulaire, aussi en fonction de l'âge. En revanche, si vous fléchissez le genou, l'amplitude de l'articulation de la hanche est augmentée parce que les muscles postérieurs de la cuisse vont être détendus, l'amplitude de flexion pouvant monter alors jusqu'à environ 140 degrés. Le moteur principal de la flexion de la hanche est le muscle iliopsoas, innervé par le nerf fémoral, avec participation du muscle droit fémoral de façon plus accessoire, le muscle droit fémoral étant un des muscles constituant le muscle quadriceps fémoral, c'est-à-dire de la région antérieure de la cuisse. Flexion. Le mouvement qui consiste à porter le membre inférieur en arrière du plan frontal est le mouvement d'extension de la hanche. L'extension de la hanche va avoir une amplitude bien moins importante que l'amplitude en flexion. On la mesure en moyenne aux alentours de 20 degrés, et l'explication principale de ce phénomène est que lorsque vous portez la hanche en flexion, vous allez détendre la spire que constituent les ligaments de l'articulation coxo-fémorale, alors qu'en extension, cette spire va se tendre. L'explication de cette différence se fait vraiment par la morphologie des moyens de renforcement de l'articulation de la hanche. Les moteurs principaux de ce mouvement d'extension de la hanche sont le muscle grand fessier ou grand glutéal, qui est le muscle superficiel de la région glutéale, rapport postérieur de l'articulation coxo-fémorale, mais également les muscles ischio-jambiers, qui sont les muscles postérieurs de la cuisse. L'innervation de ces muscles est le nerf glutéal inférieur pour le muscle grand fessier ou grand glutéal et le nerf sciatique ou nerf ischiatique pour les muscles ischio-jambiers. Ça, c'était les mouvements définis dans le plan antéro-postérieur. Dans le plan frontal, à présent, la hanche va présenter des mouvements d'abduction et d'adduction, mouvements que l'on peut représenter sur un schéma donc de biomécanique où nous représentons un fémur mécanique, les deux os de la jambe et les os du pied organisés en 5 rayons, ce que nous pouvons placer ainsi. Par rapport à l'axe médian, on définira tout d'abord un mouvement
d'abduction, qui est le mouvement qui consiste à écarter le membre inférieur de l'axe du corps. Si l'on considère le mouvement inverse, qui consiste à rapprocher le membre inférieur de l'axe du corps, eh bien ce mouvement est le mouvement d'adduction. Alors évidemment, lorsque l'on est pourvu des deux membres inférieurs, l'adduction va être très rapidement contrariée par le membre inférieur de l'autre côté, si bien que cette adduction s'explore avec un peu de flexion, de façon à pouvoir observer l'amplitude complète de ce mouvement. Le mouvement d'abduction a une amplitude moyenne de l'ordre de 45 degrés environ. Les principaux moteurs de ce mouvement, les principaux muscles responsables de ce mouvement sont des muscles de la région glutéale, les muscles moyens fessiers essentiellement, petits fessiers ou petits glutéal et tenseurs du fascia latin. Ces trois muscles, moyens, petits fessiers et tenseurs du fascia lata, sont innervés par le nerf glutéal supérieur, qui est un rameau collatéral du plexus lombosacré que l'on mettra en place un peu plus tard lors de nos cours. Ce mouvement d'abduction de la hanche, donc qui consiste à écarter la cuisse de l'axe du corps, est particulièrement important lors de l'appui monopodal. Qu'est-ce que l'appui monopodal? Eh bien, l'appui monopodal, c'est lorsque vous vous tenez sur une seule jambe, ce que l'on peut représenter, ce que l'on peut schématiser comme ceci. Si vous vous tenez sur le membre inférieur droit, le genou gauche étant en flexion. Car en effet, pour que le bassin reste horizontal et sous l'effet du poids du corps, eh bien, les muscles moyens petits fessiers et accessoirement tenseurs du fascia lata, que nous schématisons ici, tendus entre le pelvis et le grand trochanter, eh bien, vont, si on considère le point fixe comme étant le membre inférieur, développer une force F qui est l'équivalente de 3 fois le poids du corps. Ça, c'est le principe de la balance de Powell, qui est bien connu des chirurgiens orthopédiques et qui explique l'importance fonctionnelle de ces muscles moyens, petits, glutéal et tenseurs du fascia lata et les problèmes fonctionnels que pose la paralysie du nerf glutéal supérieur dans la statique pelvienne lors de la marche avec l'apparition de boiteries très impressionnantes et très importantes. L'adduction de la hanche est, elle, permise par les muscles adducteurs de la hanche. Les muscles adducteurs de la hanche, ce sont ces muscles situés au bord médial de la cuisse et qui expliquent ces roulades et ces grimaces tout à fait caractéristiques que les joueurs de foot adorent faire lorsqu'ils présente une lésion de ces muscles adducteurs de la cuisse lors de manifestations sportives. Les muscles adducteurs de la cuisse donc, sont globalement les muscles donc, qui permettent l'adduction de la cuisse, comme leur nom l'indique, et ils sont très majoritairement innervés par le nerf obturateur qui constitue un des rameaux terminaux du plexus lombaire, l'autre rameau terminal étant le nerf fémoral. Enfin, le dernier degré de liberté est celui de la rotation de la hanche. On détermine ainsi une rotation latérale dont le
la résultante sera de porter la pointe du pied vers le dehors, genou et hanche restant bien sûr immobiles, et la rotation médiale va être le mouvement qui consiste à porter la pointe du pied vers le dedans. La rotation latérale est liée à principalement l'action de petits muscles que l'on appelle les muscles pelvitrochantériens. Les muscles pelvitrochantériens sont un ensemble de petits muscles qui sont situés à la face postérieure de la hanche. Ils passent en arrière de l'articulation coxo-fémorale et comme leur nom l'indique, ces muscles pelvitrochantériens sont tendus entre le pelvis et le grand trochanter. Et lorsqu'ils se contractent, eh bien, ces muscles vont, puisque lorsqu'un muscle se contracte, il se réduit, eh bien, vont tirer le gros trochanter vers l'arrière, ce qui va entraîner une rotation latérale de la hanche. Ces muscles pelvitrochantériens, qui sont au nombre de 6, sont innervés par des rameaux collatéraux du plexus lombosacré. L'amplitude de la rotation latérale de la hanche est en moyenne de l'ordre de 45 degrés. La rotation médiale de la hanche a une amplitude moyenne, elle, aux environs de 30 degrés. Les principaux muscles rotateurs médiaux sont le muscle petit fessier et le faisceau antérieur du muscle moyen fessier ou moyen glutéal. Je me rends compte que je n'ai pas donné d'amplitude moyenne pour l'abduction de la hanche qui est de l'ordre de 20 degrés à peu près. Un dernier mouvement qui... Alors, les 3 degrés de liberté sont la flexion-extension dans le plan antéro-postérieur, l'abduction-adduction dans le plan frontal et la rotation selon le grand axe de la diaphyse fémorale. Il est possible également de réaliser des combinaisons de mouvements, ce qui aboutit à un mouvement de circumduction. La circumduction est un mouvement qui, dans lequel, eh bien, le membre inférieur va réaliser un mouvement va décrire un mouvement conique dont le sommet du cône est constitué par la tête fémorale et dont la base du cône va être dessinée par le membre inférieur. Cette circumduction est en réalité une combinaison de mouvements, c'est-à-dire une flexion suivie d'une abduction, suivie d'une extension, suivie d'une adduction. Donc cette circumduction, je fais ici avec mon membre supérieur un mouvement de circumduction de l'épaule, n'est pas à proprement parler un mouvement, un degré de liberté supplémentaire, mais consiste en une combinaison de mouvements, et la circumduction donc de la hanche, là vous ne la voyez pas à l'écran, mais c'est pas très grave, eh bien la circumduction ne doit bien entendu pas être confondue avec une rotation de la hanche. Donc pour conclure, l'articulation coxo-fémorale est une articulation qui réunit l'acétabulum à la tête fémorale. C'est une articulation synoviale, sphéroïde, stable et fonctionnant à 3 degrés de liberté. Les moyens d'union sont représentés par la capsule articulaire que renforcent des ligaments constituant un tour de spire qui se tend en extension et se détend en flexion. Les moyens de glissement sont constitués par la membrane synoviale qui délimite la cavité synoviale dans laquelle baigne le liquide synovial, moyen de glissement, de lubrification donc, mais aussi de nutrition du cartilage par un phénomène d'imbibition. Les mouvements autorisés sont des mouvements donc selon 3 degrés de liberté, 1 degré dans le plan
sagittal antéro-postérieur, c'est la flexion-extension. Un mouvement dans le plan frontal, c'est l'abduction-adduction. Un mouvement selon le grand axe de la diaphyse du fémur, ce sont les mouvements de rotation. Je vous remercie de votre attention et vous retrouverez très bientôt pour le cours sur le complexe articulaire du genou.